Bienvenue dans Nomadness, le podcast dédié à celles et ceux qui veulent faire du voyage leur mode de vie. Je suis Chloé, je suis nomade depuis 2023, je suis aussi freelance en communication et j'aide les acteurs du voyage dans le développement de leur stratégie de contenu. Dans le podcast Nomadness, on se retrouve chaque semaine pour découvrir un nouvel aspect du mode de vie nomade en solo à travers un partage de réflexions, des conseils pratiques, une rencontre ou encore la découverte d'une destination. Ensemble, on explore les voies pour créer un mode de vie nomade en solo sur mesure et lever toutes les barrières mentales, sociales et logistiques qui freinent notre passage à l'action. Au début, j'avais un peu l'impression d'être dans ce truc-là de: «Ah mais je veux faire ci, je veux voir ça» et en fait de vivre un peu le voyage comme une sorte de liste à cocher. Enfin, j'avais l'impression de pas prendre le temps de vivre, en fait l'instant et de laisser de la place, un peu aux opportunités et à la spontanéité. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, petite minute soutien. Si tu écoutes Nomadness régulièrement, que le contenu que je produis t'apporte de la valeur, alors pense à noter le podcast 5 étoiles, à t'abonner, parler du média autour de toi et à commenter l'épisode, s'il te plaît. C'est le meilleur moyen de faire grandir le podcast et puis de soutenir mon travail. Dans l'épisode du jour, on retrouve Marion, que j'ai déjà reçue à l'épisode 28 de Nomadness, où elle nous partageait son quotidien nomade entre travail saisonnier et vie en communauté. Elle revient aujourd'hui pour nous raconter son plus grand voyage, un road trip de 5 mois et demi en véhicule aménagé, depuis la France jusqu'au Sénégal, en passant par le Maroc et la Mauritanie. Un voyage riche en paysages, en défis et aussi en rencontres assez marquantes, à travers lequel Marion nous emmène sur les routes poussiéreuses du désert et partage avec sincérité les moments forts, les galères, les apprentissages, les réflexions et les projets créatifs qui ont émergé de ce long voyage. Alors, si vous rêvez d'aventure, de déconnexion, de liberté et surtout de beaucoup d'ouverture culturelle, c'est l'épisode parfait pour vous. Allez, bonne écoute! Hello Marion, bienvenue pour la seconde fois sur Nomadness. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour aborder ton road trip jusqu'au Sénégal en passant par le Maroc et la Mauritanie en véhicule aménagé. Et donc, c'est un voyage qui a duré 5 mois et demi, je crois, sur lequel on va revenir aujourd'hui. Est-ce que pour commencer, tu pourrais peut-être nous partager ce qui t'a donné envie de partir et puis pourquoi tu as choisi ces 3 pays-là? Coucou et ben, merci Chloé pour, cette occasion de parler de ce voyage et de tout ce que ça m'a apporté. Alors comment cette idée de voyage est venue? De mon côté, ça faisait longtemps que je voulais aller au Maroc. C'est un pays qui m'a toujours, attirée, mais j'avais jamais trouvé forcément l'opportunité, pour y aller et du coup, comme c'est un voyage qu'on a fait à 2, Joris de son côté, lui a un ami qui habite, depuis, plusieurs années au Sénégal et à qui en fait il voulait, rendre visite. C'est parti de là, de se dire: «Ah bah moi j'aimerais aller au Maroc, toi plutôt au Sénégal» et finalement, entre les 2 il y a juste la Mauritanie qui du coup à cette époque était un pays dont on ne savait pas grand-chose et du coup on était là: «Bah ouais, pourquoi pas?» Sachant qu'on vit aussi tous les 2 en véhicule aménagé, que j'avais déjà à cette époque, mon camion avec aussi 2 ans de vie, dedans donc j'étais aussi à l'aise à l'idée de sortir de France et de voyager en camion, à ce moment-là et voilà. En fait, le projet, il s'est un petit peu, construit comme ça de, bah, pourquoi pas? En termes de route sur, 6 mois, ça se fait. Enfin, ça nous laisse quand même le temps d'explorer, chacune des destinations sans aller trop vite et après donc il y avait dès le départ, une volonté de ma part de faire une partie du voyage en solo et pour des questions aussi de temps, pour Joris, partir 6 mois, c'était trop long. Donc on a aussi réfléchi à quelle était la meilleure configuration pour, bah, voilà, répondre un peu aux besoins de chacun et donc on a fait l'aller à 2 depuis la France jusqu'au Sénégal et ensuite, du coup, Joris est rentré en avion et moi, je suis rentrée par la route, du coup, toute seule.
Trop chouette. Et est-ce que tu peux nous raconter un peu ton road trip dans les grandes lignes? Donc, c'est-à-dire, géographiquement, par où est-ce que tu es passé? Quelles ont été les grandes étapes? Et puis peut-être aussi, est-ce que tu as fait la même route à l'aller avec Joris et au retour toute seule? Ou est-ce que tu as changé d'itinéraire, Alors donc pour, l'itinéraire, on a pris le bateau au sud, de l'Espagne pour rejoindre donc, Tanger, au Maroc. Donc on a pris un peu de temps sur la route. On voulait passer par le Portugal, ce qui est pas du tout obligatoire, mais voilà, on avait envie d'en profiter aussi pour descendre tranquillement, et je vais dire de faire un petit peu les premiers réglages de la vie à 2 en camion au Portugal. Ensuite la traversée, ça c'est assez simple. En 1 heure et demie du coup, on arrive, au Maroc et donc on est resté 1 mois au Maroc, ce qui en soi était beaucoup trop court avec le recul, en fait, j'aime vraiment le sentiment d'avoir un petit peu tout enchaîné. Alors que bon, à la base, l'idée c'était de prendre du temps. Mais, donc on est parti, on a commencé donc à visiter le nord du Maroc, donc, plus, autour de Fès, Meknès, Chefchaouen. Ensuite, donc on est descendu plus vers, ce que j'appelle un petit peu les portes du désert. Après, il y a plus de routes, bitumées, où ça va être vraiment du désert, de sable et donc là, avec notre véhicule, c'était pas possible d'aller. Donc, vers, Merzouga. Ensuite, on a traversé, d'est en ouest pour rejoindre, Marrakech et la région du Haut Atlas. Donc là où ça va être une région, beaucoup plus montagneuse avec des sommets jusqu'à 4 000 mètres. On est redescendu un petit peu plus, vers, la côte atlantique, donc au niveau de d'Agadir et ensuite, ce qui nous a pris quand même quasiment 1 semaine, c'est donc de descendre depuis Agadir jusqu'à la frontière mauritanienne, où là, je dirais, il y a peut-être, environ 1 500 kilomètres, où pour le coup, c'est majoritairement une route, où, il va y avoir une station essence et un village tous les, 100-200 kilomètres. Voilà. Ensuite, la Mauritanie, dans tous les cas, le visa, qu'on obtient à la frontière, il est d'une durée maximale de 1 mois. Donc, on est resté un peu moins longtemps, je dirais une vingtaine de jours. Pareil là, le fait de pas avoir de véhicule 4x4, ça nous a peut-être un peu limité dans les endroits où on pouvait aller. Mais globalement, donc la première grande ville, une fois qu'on a passé la frontière, qui se situe sur la côte atlantique, ça s'appelle, Nouadhibou. On est resté, plusieurs jours à ce niveau-là. On a aussi, laissé, le camion plusieurs jours pour, emprunter du coup à pied le train minéralier qui en fait rejoint, cette ville de Nouadhibou à, en fait une ville au nord du pays qui s'appelle Zouérate, qui est en fait une ville où, il y a du fer qui est extrait et qui du coup est acheminé par un long train, jusqu'au port de Nouadhibou qui et après donc le minerai il est envoyé, partout dans le monde, par bateau. On n'a pas pris le train jusqu'à la mine, on s'est arrêté à une ville, intermédiaire. Voilà, c'était aussi un petit moment pour, sortir, du camion, voir autre chose et vivre un peu le voyage différemment. Ensuite, donc une fois qu'on a rejoint Nouadhibou, on a continué en fait à descendre en longeant, je vais dire, la côte atlantique jusqu'à la capitale qui s'appelle, Nouakchott. En fait, c'est vraiment, là où se concentre, je vais dire des bêtises, mais 80 en fait de la vie urbaine et c'est de là que partent en fait tous les axes routiers, principaux. Et donc, là, on a pris un axe qui part plus vers le nord-est, du pays. Pour rejoindre du coup, la région de l'Adrar. Voilà et en fait, comme il y a un seul axe routier, du coup, après on a refait toute la route dans l'autre sens, pour rejoindre la capitale et ensuite on a continué en fait de descendre jusqu'à la frontière, du Sénégal. Et donc le Sénégal, pareil, la première grande ville, c'est Saint-Louis. Donc on a passé quelques jours là-bas et ensuite on a fait, pareil, en fait, on a longé la côte. On n'est pas trop passé par Dakar parce qu'en camion, c'était assez compliqué. On devait juste y passer pour, des formalités administratives, liées aux documents du camion, mais on s'y est pas trop attardé. Et ensuite, donc on a contourné, en fait, la Gambie, qui du coup, a un pays qui est tout en longueur, qui est vraiment enclavé dans le Sénégal. On a contourné, la Gambie pour descendre tout au sud-est du Sénégal, dans la région de Dindéfélo.
qui est du coup en termes, je vais dire, de paysage, n'a rien à voir avec le nord du pays. C'est beaucoup plus vallonné, beaucoup plus, vert aussi et donc c'est vraiment la frontière, en fait de l'autre côté, des petites montagnes. Du coup, c'est la Guinée-Bissau et voilà, donc on a passé quelques jours là-bas et ensuite, on est retourné sur la côte atlantique, mais du coup cette fois-ci en dessous de la Gambie, dans la région, de la Casamance. Je pense que c'est une des régions aussi les plus touristiques, du Sénégal et c'est là où on a passé, pas mal de temps et ensuite pour, rejoindre Dakar parce qu'à ce moment-là du voyage, Joris devait enfin déjà voulait passer pas mal de temps, chez son ami et aussi, rentrer en France d'un moment. Plutôt que de recontourner, toute la Gambie, en fait, on a juste traversé la Gambie en, je pense, 48 heures. Je pense si on avait plus de temps, on aurait passé, bah, plus de temps sur place parce que ouais, enfin, on sent vraiment le passage, de la frontière. La langue parlée n'est pas la même, les influences culturelles sont pas du tout les mêmes. Enfin, le ressenti qu'on a eu était totalement différent de celui du Sénégal, donc on aurait aimé y passer plus de temps, mais voilà, on était aussi un peu contraints. Et voilà, pour le Sénégal et après c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à passer un peu de temps toute seule. Joris était toujours au Sénégal, chez son ami et du coup, c'était un peu la période de transition où j'étais là: «Bon allez, c'est le moment où je réapprends à vivre toute seule, dans un pays qui n'est pas le mien, avec des codes qui sont pas les miens et que je maîtrise pas». Mais avec aussi cette sécurité de: «Bon, je suis pas très loin». Et enfin voilà, c'était vraiment une bonne période de transition et voilà, après Joris est rentré. J'ai repassé quelques temps, moi, toute seule, du coup, à Saint-Louis. Après, en Mauritanie, au final, j'y ai passé que 10 jours pour rentrer. C'était plus un choix, de ma part parce que je voulais plus prendre le temps de passer du temps au Maroc plutôt qu'en Mauritanie et aussi du fait que, un véhicule pas 4x4, ça me permet de pas aller forcément très loin et le fait aussi que les routes, du coup, sont entre guillemets, «il faut toujours refaire l'aller-retour», quoi. Il y a pas forcément de boucle qu'on peut faire, si on n'a pas le véhicule adapté donc voilà, je me sentais aussi un petit peu limitée dans ça donc j'ai quand même pris le temps de retraverser, tout le pays. Mais j'ai passé, voilà, moins de temps qu'à l'aller et puis après, au Maroc, j'ai plus pris le temps au niveau de d'Essaouira. Ça, c'était une partie du Maroc, qu'on n'avait pas du tout visité à 2. Donc ouais, j'ai pris pas mal de temps dans cette région-là et c'était très, très chouette. C'est une région que j'ai particulièrement aimée et après donc j'ai retraversé, tout le pays depuis Essaouira jusqu'au pareil, sud-est, plus vers, Ouarzazate et en fait toute cette partie-là, la traversée d'ouest en est, j'ai vraiment pris le temps, de m'arrêter, de découvrir ce qui se passait. Des fois, je voyais juste un panneau de artisan, de tapis et j'étais là: «Ah mais en fait, j'ai trop envie d'aller voir, ce qui s'y passe». Du coup, je m'arrêtais, enfin, j'avais pas forcément de programme, mais je au fur et à mesure de ce que je voyais, en fait, je prenais vraiment le temps de m'arrêter. Voilà, j'ai passé quelques jours, vers, M'Hamine, où du coup, il y avait un festival, à ce moment-là de musique et où j'ai retrouvé un petit peu des gens que j'avais rencontrés, pendant le voyage. C'était assez marrant de tous se retrouver en même temps. Et après, je suis remontée vers, Fès, Meknès, où du coup là, j'ai une amie qui m'a rejoint et où c'était la dernière semaine, de voyage et donc il y a une partie où je suis pas du tout allée, c'est donc, vraiment toute la partie Atlantique, nord. Casablanca, Rabat, dans ces coins-là, j'y suis pas du tout allée. Mais voilà, un petit peu l'itinéraire. Eh ben, dis donc quel, trip! Ça donne trop envie et peut-être pour donner encore plus envie en tout cas moi, pour ma part, je ne connais pas du tout. Enfin, j'étais une journée au Maroc, bah, du coup en bateau aussi depuis Tarifa où je vivais, mais je ne connais pas du tout. Donc, est-ce que tu pourrais nous partager pour nous emmener un peu, dans ton voyage, un coup de cœur que tu as eu, une expérience, une destination, une rencontre et que tu auras envie de partager? Je pense une des rencontres qui m'a le plus marquée, c'était au Maroc, du coup, quand j'étais toute seule. En fait, j'étais posée, dans une palmeraie où il y avait quand même pas mal d'habitations à côté
et puis, du coup, il y a une dame qui s'arrête avec son scooter et qui commence à entamer la discussion et tout, et en fait, elle m'explique un petit peu ce qu'elle fait, comme travail, et elle me dit que, là, elle va partir, sur son scooter, pour aller à son lieu de travail, dans la Palmeraie, et elle me propose du coup de venir avec elle, et sur le moment, j'étais là: «Bah, je sais pas». Et du coup, j'étais là: «Bah, en fait, enfin, le voyage, c'est aussi ça, c'est des fois se dire, bon, bah, là, il y a, quelque chose qu'on te propose de façon spontanée. En fait, peut-être des fois, faut aussi pas trop se poser de questions et puis juste y aller, quoi». Et donc je suis partie avec elle, sur son scooter. Du coup, on a traversé la Palmeraie. Elle m'a montré, là où elle travaillait, ce qu'elle faisait, et cetera. Et après sur le retour, du coup, elle m'a dit: «Ah bah, vas-y, enfin, si tu veux, genre, viens chez moi, on va boire le thé, et cetera». Et du coup, je me suis retrouvée, chez elle où, donc il y avait majoritairement des femmes, et on s'est retrouvés, autour, du thé avec, plein de pâtisseries à se raconter nos vies. Et en fait, je pense que c'est une des expériences qui m'a le plus marquée parce que, enfin, déjà, c'était le fait de se retrouver un peu entre femmes dans des pays où je trouve que dans l'espace public, surtout quand on sort des grandes villes, c'est en fait majoritairement, les hommes qui sont là, qui vont tenir les commerces ou qui vont être, en fait, un peu responsables de tout ce qui est le tourisme. Et donc ouais, là, c'était de se retrouver, en fait, spontanément un peu dans le monde des femmes, au Maroc, et de comprendre, enfin, c'est quoi aussi leur réalité. Puis ouais, le fait que ce soit spontané, de pas trop se poser de questions, et que aussi l'échange, il soit vraiment, sincère. Hem, Ça pendant le voyage, c'est souvent arrivé que aussi des personnes, en fait, que ça pour le coup, que je sois toute seule ou à 2, que des personnes, elles nous abordent pour, entamer une discussion, machin, et en fait, à la fin, on se rend compte qu'il y a un peu un intérêt derrière, commercial souvent de, «Ah bah, en fait, je tiens, telle boutique. Ah bah, enfin, je vends telle chose», et cetera. Et du coup, des fois, d'avoir un peu ce questionnement de: «Ah mais en fait, pourquoi la personne, elle est venue me parler? Est-ce que du coup, c'était vraiment par curiosité et pour avoir un échange, sympa, ou c'était avec un peu l'idée derrière en tête de, bah, enfin, ça se voit qu'on est des touristes, quoi», et de se dire, «Ah bah, en fait, potentiellement, c'est quelqu'un qui va m'acheter quelque chose et du coup, qui a un intérêt économique derrière». Et cette rencontre-là, du coup, elle était vraiment sincère, quoi. C'est-à-dire juste, cette dame, elle était, genre super contente de, m'emmener sur son scooter et de me faire, visiter, enfin découvrir son quotidien et de partager quelque chose. Et à la fin, du coup, j'étais là, bah, enfin, je sais pas, c'est, enfin, tu m'as ouvert, ton chez toi, enfin, comment je peux te remercier? Et puis, ça: «Non, mais surtout pas» et tout, enfin, c'était pas l'idée. Et donc, ouais, ça m'a fait du bien aussi de me dire: «Ah bah, c'est trop cool, et c'est possible aussi d'avoir des échanges, qui sont juste, spontanés et désintéressés, quoi». Carrément. Je trouve que ce qui est beau dans ce que tu partages, c'est le combo de la partie rencontre et immersion culturelle, vraiment sur l'envers du décor, un peu sincère et c'est vrai que ça donne, vraiment envie. Peut-être pour contrebalancer, est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu as moins aimé? Un choc culturel, une expérience, une destination et peut-être ce que tu ferais différemment si tu devais, revivre cette, expérience-là? Je pense que la partie que j'ai moins appréciée dans le voyage, du coup, rejoint, ce que j'ai dit précédemment sur en fait, le rapport assez commercial avec les gens, que je vais dire j'ai plus retrouvé au Maroc et au Sénégal. Quoique non, au Sénégal, ça dépendait vraiment des régions. Mais pour le coup, pas tant en Mauritanie. Je pense aussi le fait que le tourisme soit beaucoup moins présent là-bas, et que donc les gens sont aussi beaucoup plus dans quelque chose de curiosité plutôt que de rapport commercial. Ouais, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup questionnée, en fait, et qui nous a beaucoup questionnés avec Joris, en fait, à la fois, ça me mettait mal à l'aise et que je savais pas comment réagir, et qu'en fait, à la fin, des fois, j'avais l'impression de devenir un peu froide.
de mettre un peu une sorte d'armure, dès que quelqu'un, en fait, venait vers moi pour, discuter et cetera, de me dire: «Ah ben, en fait, on va me proposer quelque chose derrière» ou là, le service qu'on me propose ou l'interaction que je vais avoir, elle n'est pas gratuite et ouais, c'est donc à la fois quelque chose qui m'a mis mal à l'aise parce qu'en fait, je voulais pas être dans des rapports comme ça, avec les gens et en même temps qui m'a beaucoup questionnée de, encore une fois, comment on en est arrivé là, de ce rapport, a avec les gens et cetera. Donc ouais, c'est peut-être pas ma réponse est peut-être pas très claire parce que dans ma tête, en plus, c'est pas encore très clair de comment réagir face à ça. D'un côté, entre guillemets, «le tourisme», c'est ce qui fait vivre les gens et donc bah, ouais, c'est normal que les gens, ils essayent de te vendre quelque chose et cetera. Mais du coup, d'avoir aussi un petit peu peut-être cette déception, le mot il est peut-être un peu fort, mais de me dire: «Ah en fait, je viens aussi dans un pays pour, découvrir, pour comprendre et pour aussi moi, m'ouvrir, un peu mes horizons de comment la vie elle est ailleurs et en fait, je viens pas forcément pour être, constamment dans une démarche commerciale et de je vais acheter quelque chose et voilà, du coup, des fois, le positionnement, il était, un petit peu difficile à trouver. J'ai eu la même sensation en allant au Maroc, donc je comprends un peu, alors que je suis restée qu'une journée, mais ça m'a vraiment marquée. Ça m'a vraiment mise même mal à l'aise, tu vois? Je comprends. Genre, j'étais très contente d'y aller, mais au bout de 12 heures, j'étais aussi très contente de revenir, tu vois? Donc je comprends. Est-ce qu'il y a, une galère de voyage que tu aurais eue et dont tu voudrais nous parler et peut-être, expliquer ce que tu en as appris aussi? Ouais, il y a pas eu beaucoup de galères, mais il y en a eu, plusieurs cumulées sur une durée assez limitée et en fait, c'était donc cette, dernière semaine de voyage au Maroc où j'ai mon amie Margot qui m'avait rejoint et bon, vraiment la pauvre, aujourd'hui on en rigole, mais sur le moment, j'étais là. Elle vient vraiment la semaine où, il y a toutes les galères qui s'enchaînent. Donc en fait, la galère, elle était surtout liée à la météo, c'est-à-dire que pendant 6 mois, j'ai pas vu une goutte de pluie. Et en fait, bah, fin mars, au nord du Maroc, il pleut beaucoup et donc au bout de 2-3 jours où elle me rejoint, ça commence par, en fait, on se prend une grosse averse, de grêle, alors qu'on s'y attendait pas du tout et que je lui avais un peu vendu de: «Non mais le Maroc, au mois de mars, ça va être trop chouette et tout, enfin viens quoi, quitte la région et la grisaille parisienne, viens prendre une semaine de vacances au Maroc». Donc déjà, j'étais un peu déçue parce que il pleuvait, il faisait, pas plus de 10 degrés quoi et donc c'est là que je me rends compte déjà que j'ai plus du tout d'essuie-glace parce que je pense avec le soleil, ça avait séché et qu'il avait pas plu pendant 6 mois donc j'étais là: «Ah bon, bah, ça ne marche pas». Pour rouler sous la pluie, c'était pas très pratique. Bref, on trouve un endroit pour passer la nuit qui est un petit peu en altitude, donc on commence à prendre des petites routes de montagne, sous la pluie, sans trop de visibilité, mais ça va. Une fois arrivé là-haut, on est tout seul, il y a pas de réseau. En soi, c'est pas très grave. Mais, dès qu'on se pose, on voit, un homme qui était là et en fait qui arrête vraiment tout ce qu'il était en train de faire et qui nous fixe quoi. Mais pas qui nous fixe, genre: «Ah bonjour», enfin juste qui reste un petit peu à l'écart et on voit qu'il nous observe quoi. Du coup déjà on était là: je sais pas trop rassurant». Et en fait je pense qu'il y avait une ambiance aussi un peu globale où on était dans la forêt, il avait un peu plu donc c'était un petit peu il y a un peu une sorte de brouillard. Je pense que vraiment c'était l'ambiance globale qui commençait à nous faire dire: «Ouh là là». Et donc on sort du camion, on va vraiment genre 50 mètres plus loin pour prendre notre petit goûter, et là du coup le monsieur, genre commence à venir nous voir et pareil je pense on s'est un petit peu monté la tête mais, dans le nord, du pays il y a, une tenue traditionnelle, c'est une sorte de djellaba mais avec, du coup une capuche, un peu pointue et du coup le monsieur arrive, avec, sa capuche et enfin je sais pas, ça a rajouté un truc, dans l'ambiance un petit peu bizarre et pareil on était en forêt. Donc c'est potentiellement normal, mais du coup, le monsieur, il avait aussi, une hache et du coup, on est parties toutes les 2 un petit peu dans une psychose de, «Ouh là là, on est toutes seules en forêt, on n'a pas de réseau, il va pleuvoir»,
et il y a un monsieur qui nous paraît un petit peu suspect, qui en fait est là avec sa hache, quoi. Enfin, je pense qu'on est un petit peu partis, dans une psychose et du coup, il essaie de nous parler mais enfin, on se comprenait pas du tout. Donc on rigolait mais en vrai, on n'était pas du tout sereines et je pense qu'on s'est aussi entraînées mutuellement dans notre délire de: «Oh là là, mais ça y est, ça y est, c'est fini». Et donc on décide d'abréger un petit peu le truc et de repartir, quoi. Donc on redescend toute la montagne, il pleut toujours, on n'a toujours pas d'essuie-glace qui fonctionne et donc on cherche désespérément, un nouvel endroit où se poser. Sauf qu'en fait, vraiment ce jour-là, on trouve pas. On essaie des trucs, mais en fait, comme, il avait pas mal plu, on sent que c'est potentiellement des chemins où on va s'embourber. Ensuite, on se retrouve dans des petits villages où, avec le camion, c'est un petit peu difficile. Bon, déjà, on passe pas inaperçu et ensuite de faire demi-tour, enfin et bref, le temps passe et à un moment, il est 19h, commence à faire nuit, on est toujours en train de rouler. Il y a l'orage qui commence à arriver et on se dit: «Mais qu'est-ce qu'on va faire, quoi?» Et je pense qu'on en avait marre, on avait juste envie de se poser et en fait d'être, tranquille, quoi. Et à un moment, j'étais là: «Bah, tant pis, genre, là, on est en bord de route, on s'arrête, on sait qu'on va pas passer la meilleure nuit de notre vie, mais là, faut qu'on arrête de rouler. Enfin, avec la pluie, je vois rien, il fait nuit, enfin, il y a de l'orage, on arrête tout, quoi». Et donc on ouvre la porte, latérale du camion pour passer, du coup, derrière et là, le matelas, mais trempé, 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 trempé parce qu'en fait, il y avait une méga infiltration d'eau, dans le camion et comme il avait pas plu depuis 6 mois, bah, on n'avait pas pu s'en rendre compte, quoi. Et donc c'était vraiment mouillé dans le style tu peux pas aller plonger et te dire: «Allez, on va dormir», et donc on était là: «OK», et ça fuyait, en fait des 2 côtés, du lit, quoi. Il y a une partie où il y a pas d'étagère, donc ça avait directement atterri sur le matelas et l'autre partie où il y avait une étagère, donc tous les vêtements qui étaient là étaient trempés et donc on était là: «OK, il est 19h30, qu'est-ce qu'on fait?» Et donc par chance, il y avait une auberge, allez, à 2 kilomètres et donc on trouve le numéro de téléphone, on appelle le monsieur en urgence: «Oui, est-ce que c'est possible de venir, genre maintenant?» C'est là: «Ah, ben là, je sais pas parce que moi je suis pas là, mais je vais appeler, mon fils ou quelqu'un de sa famille». Tu là: «Oui, s'il vous plaît». Et au final, on a pu dormir, dans cette auberge, voilà, sauf qu'en fait, la semaine d'après, il allait continuer à pleuvoir donc en fait, les problèmes d'infiltration d'eau, enfin, soit il fallait les résoudre, sauf que j'avoue que je savais pas trop quoi faire, quoi. Nous, c'était compliqué de trouver des solutions ou alors ça voulait dire aller au garage et potentiellement être immobilisé 2-3 jours. Alors que, bah, peut-être toute seule, la décision aurait été différente, mais voilà, c'était la bonne galère et donc ouais, les jours suivants, c'était à base de dès qu'il y avait un rayon de soleil, d'ouvrir le camion, d'essayer de faire sécher les affaires. De mettre du scotch, enfin, c'était totalement ridicule, mais de mettre du scotch là où l'eau, elle rentrait, dans le camion par l'intérieur, enfin bref. Et voilà et en fait, toute la semaine, ça alternait une journée où il faisait à peu près beau et du coup, c'était cool, à une journée où il pleuvait et du coup, il y avait de l'eau dans le camion et on essayait de boucher les trous, quoi, enfin. Et voilà, à un moment, on s'est dit: «Au sud de l'Espagne, il a l'air de faire meilleur». Donc c'était pas le plan initial, mais vas-y, on remonte en Espagne. On prend le bateau et franchement, à l'aller, ça s'est bien passé. En 1 heure et demie, c'était réglé et au final, on devait prendre le bateau à 14h. Comme la météo, c'était toujours pas fou, ça s'est décalé à 15h, puis ensuite à 18h et comme on était déjà dans le port, bah, en fait, on ne pouvait pas bouger et au final, le bateau est parti, à minuit, quoi. Puis le temps de la traversée, le temps de sortir, du côté de la frontière espagnole, le temps de trouver un spot, on s'est posé, il était 4h du matin et j'étais là: «Je suis désolée». Vraiment à la base, j'ai pas eu de galère pendant 5 mois et là, là tout s'est cumulé, quoi. Mais
Voilà, elle m'en a pas trop voulu, elle est même retournée au Maroc après, donc ça va. Bon, bah, tout est bien qui finit bien, au final, même si c'était un c'est vrai que là, ça a pas mal cumulé. Et du coup, tu parlais de la saison des pluies, dans le nord du Maroc. Est-ce que tu avais anticipé ça? Et de manière plus générale, comment tu as préparé ton voyage, en amont? Est-ce que tu peux parler un peu de tout ce qui est démarches, organisation, budget, aussi? Non, au niveau météo, pour le coup, c'est quelque chose que j'avais pas du tout anticipé. Je savais qu'il allait potentiellement faire froid dans certaines régions du Maroc, dans les régions montagneuses pendant l'hiver, mais l'aspect pluie, en fait, j'avais pas du tout anticipé. Pour de prochains voyages, bien prendre en considération, tout ça. Et donc oui, pour, la préparation globale du voyage, sur le véhicule, ça a été quelques petits réaménagements. Ça a été principalement installer une galerie de toit, enfin sur le toit, pour, permettre de stocker, bah, du matériel de désensablage, un bidon d'essence en plus, une cuve à eau, supplémentaire. Et en fait, cette galerie de toit qui est la cause, des infiltrations d'eau parce qu'en fait, en perçant la tôle du toit du camion avec les vibrations de la route, en fait, c'est ça qui a fissuré le toit du camion et qui a fait que l'eau rentrait. Donc voilà, à savoir. Et ce qu'on avait fait aussi, donc le camion il est pas 4x4, mais on avait changé quand même les roues avant pour des roues, 4x4 alors qui réglementairement en France sont pas aux normes parce que c'est pas les bonnes dimensions. Mais voilà, on les a changées une fois au Maroc et puis là, il y a pas de contrôle, à ce niveau-là et c'était plus dans l'idée de, voilà, pouvoir faire un peu plus de pistes et nous sortir un petit peu de situations, où ça aurait été plus compliqué avec, des roues classiques, enfin des pneus classiques. Après pour, un petit peu la préparation plus, du logistique, de l'itinéraire, où est-ce qu'on va et cetera, j'avais fait pas mal de recherches, sur ce que j'avais envie d'aller voir. J'avais tout noté dans une sorte de cahier de voyage quoi, que j'avais imprimé en version papier et voilà et en fait, ça nous a pas mal servi ça. Au final, plus pendant le voyage, de tous les jours, on notait, bah, combien de kilomètres on avait fait, un petit peu les anecdotes du jour, ce qu'on avait découvert, les rencontres, et du coup, ça, en fait, nous a permis d'avoir un peu un suivi, du voyage et puis des fois de se remémorer un petit peu des anecdotes et de se rendre compte aussi ouais, des kilomètres qu'on faisait, du temps qu'on passait, sur la route et cetera. Donc c'était un bon outil de suivi du voyage aussi. Après en termes administratifs, en soi, il y a pas beaucoup de démarches anticipées, parce qu'avec un passeport français, du coup, on peut rester au Maroc pendant 3 mois. Les démarches, elles se font à la frontière. Pareil pour le Sénégal, on peut rester 3 mois et les démarches, elles se font à la frontière. En Mauritanie, du coup, c'est un système de visa payant, mais pareil qui se fait à la frontière, sans autre justificatif. Et pour le véhicule, il y a donc une autorisation de circulation au Maroc et en Mauritanie qui se fait pareil, à la frontière. Et donc le point le plus important à anticiper, je veux dire, administrativement, c'est pour le laissez-passer du véhicule au Sénégal où en fait, ça peut se faire à la frontière, mais en fait, il faut le renouveler, je crois, tous les 10 ou 15 jours à des endroits spécifiques dans le pays. En fait, il y a des bureaux, bah, dans les plus grandes villes du pays qui permettent de renouveler ce laissez-passer. Ce qui est, bah, déjà financièrement, aussi contraignant parce que donc à chaque fois, on doit payer le renouvellement du laissez-passer et aussi en termes, d'organisation un peu du voyage où du coup, on est beaucoup plus contraint par, en fait, ce papier à, faire signer. Du coup, une des démarches qui est possible de faire en amont, c'est un carnet ATA qui en fait se demande en ligne via la chambre de commerce et d'industrie, si je dis pas de bêtises, même si on est un particulier, enfin, il y a pas besoin d'être une entreprise pour demander ça et en fait, c'est un document qu'on paye en amont, qu'on reçoit par courrier et en fait, qui permet au véhicule de circuler librement, dans le pays. Donc à chaque contrôle, en fait, on ce papier justifie qu'on est en règle pour pouvoir, circuler avec le véhicule et c'est notamment assez intéressant quand, on prévoit aussi un voyage dans d'autres pays, d'Afrique parce que du coup, ce carnet-là, il est valable, en fait, dans plusieurs pays.
Donc voilà, c'est l'option que j'ai choisie, qui au final était assez utile. Et voilà, en termes de logistique, préparation, c'est à peu près tout, si peut-être, les vaccins. On a fait le vaccin contre l'hépatite A, si je dis pas de bêtises. Il y avait quelques vaccins à faire, en amont, même si on n'a eu aucun contrôle là-dessus. Mais voilà, par précaution, c'est quelque chose qu'on a choisi de faire. Bah, plein de petits conseils à prendre et peut-être, pour conclure, sur la partie, pratique qui concerne ton voyage, est-ce que tu as des, petites astuces, des bons plans que tu donnerais à quelqu'un, qui veut, faire un voyage similaire, au Maghreb ou en Afrique de l'Ouest, et que ce soit en van ou pas d'ailleurs? Si j'avais quelques conseils à donner, c'est de pas trop anticiper, finalement, de pas vouloir trop faire et ouais, je pense au début, j'avais un peu l'impression d'être dans ce truc-là de: «Ah mais je veux faire ci, je veux voir ça» et en fait, de vivre un peu le voyage comme une sorte de liste à cocher et au final, j'avais l'impression de pas prendre le temps de vivre, en fait, l'instant et de laisser de la place, un peu aux opportunités et à la spontanéité. Et on s'en est rendu compte avec Joris, peut-être au bout de, ouais, une quinzaine de jours de se dire: «Ouh là, en fait, là, on est en train de se perdre dans un truc où on vit pas le voyage, quoi» et de se dire, en fait, des fois, bah, c'est cool de, bah, prendre le temps et de se laisser un petit peu ouais, une marge de manœuvre de: «Ah bah, en fait, il y a cette opportunité-là qui se présente et du coup, je peux l'accepter parce qu'en fait, je suis pas tout le temps à courir, après des choses». Donc ça, c'est ouais, je pense vraiment quelque chose que j'ai appris aussi pendant ce voyage c'est bien d'avoir, je pense, une idée de l'itinéraire global, une idée aussi de, en fait, où on va, des codes culturels et quand même de se renseigner avant sur l'attitude aussi, à adopter et d'anticiper plus ces choses-là, mais aussi de se laisser porter par tout ce qu'on peut découvrir sur place, tout ce qu'on peut nous conseiller et cetera. Après un autre conseil peut-être spécifique au voyage en camion, c'est de pas trop se mettre de barrières en se disant que, son véhicule, il est pas assez performant ou son véhicule, il est pas suffisamment aménagé pour et en fait, avec un véhicule, je vais dire vraiment classique, c'est totalement possible de partir et en fait, sur place aussi, il y a beaucoup, beaucoup, de garages mécaniques où avec un véhicule qui est plutôt assez ancien, où il y a pas trop de technologie dedans, en fait, les gens là-bas, ils sont compétents pour, en fait, refaire ton véhicule s'il y a besoin et ils connaissent beaucoup mieux les terrains, les routes qu'en fait, en France où, des fois, à trop vouloir anticiper un aménagement de véhicule, au final, et ben, c'est pas forcément adapté à ce qu'on va avoir besoin sur place donc aussi, ouais, faire confiance à ouais, aux gens qui vivent là-bas et qui connaissent, le terrain et qui sauront aussi, recommander, pour pas mal de choses, quoi. OK, trop intéressant. Bah, merci pour ce chouette récit, qui donne, envie de voir un peu de soleil. Peut-être, tu aimerais bien qu'on parle de la partie, créative parce que, en plus de ta vie en van et des périodes de travail, saisonnier, tu consacres aussi du temps à des projets créatifs qui sont liés à l'univers, du voyage. Donc est-ce que tu peux nous en parler un peu? Peut-être nous donner des exemples, de projets? Alors pour, tout ce qui est la partie créative, autour du voyage, pour moi, c'était aussi important de construire quelque chose autour du voyage. Pour avoir, voyagé un petit peu avant d'autres façons, je savais que j'avais un petit peu besoin d'un but et de me dire, «Qu'est-ce que j'ai envie de faire, autour de ce voyage?» et donc dès le départ, j'avais quelques idées, qui se sont un petit peu construites, au fur et à mesure. Donc la première idée, c'était, de faire pas mal de photos du voyage, bah, déjà pour, aussi, mes proches et enfin essayer de documenter un petit peu ce que je voyais et donc à mon retour, j'ai eu l'opportunité, bah, grâce aussi au lieu, où, je vis en Charente, à mon camp de base, de faire,
une exposition avec, ces photos-là et donc l'idée c'était, en fait d'avoir, quelque chose d'un petit peu, je vais dire, très visuel et un peu sensoriel où en fait j'avais mis les cartes routières, des 3 pays et en fait avec des fils, j'avais donc choisi, quelques destinations, du coup étaient reliées à une photo qui, représentait, je vais dire un thème, global avec du coup une petite légende explicative, en fait, de la photo et du thème. Par exemple à Fès, le travail du cuir, c'est en fait un artisanat qui est encore, très présent et qui est f réalisé de la même façon depuis des années et donc voilà, j'avais une photo d'une tannerie avec, l'explication du travail du cuir. Une autre partie, Essaouira par exemple, c'est quelque chose que je savais pas du tout, mais en fait, c'est un gros spot de surf, au Maroc et voilà, donc expliquer, ce côté-là. Par exemple, au Sénégal, il y a une diversité ethnique qui est très importante et donc voilà, c'est aussi le certains aspects-là de ce voyage que je voulais partager, plus, bah, aussi de tous les apprentissages sur la culture de chaque pays que j'ai pu avoir. Donc voilà, c'était donc, le portrait d'une personne avec, voilà, une petite légende explicative sur, la diversité ethnique au Sénégal, qu'est-ce que ça signifie et culturellement comment c'est présent, dans le pays. Voilà, il y avait aussi plein de petites photos suspendues, des photos un peu plus personnelles avec, au dos des anecdotes du voyage. J'avais fait aussi un petit, bar avec, des boissons que du coup on avait ramenées, du Maroc, de la Mauritanie, du Sénégal pour, aussi faire goûter aux gens, bah, plus tout le côté un peu, culinaire quoi et voilà, c'était une chouette exposition et en fait ça m'a aussi permis au retour du voyage d'avoir un peu une continuité et de pas avoir un retour trop brutal. De me dire: «OK là en fait je rentre de 5 mois et demi et en fait, je retourne, alors certes à un endroit où, du coup, je connais des gens, j'ai des habitudes, mais du coup, je il y a pas de transition et donc le fait d'avoir aussi ce projet-là, ça m'a permis de voilà, d'être toujours un petit peu en lien avec le voyage et d'avoir aussi quelque chose de concret à faire, en rentrant. Donc ça aussi, c'était important. Donc ouais, ça, c'est le premier projet. Le deuxième projet que du coup, je n'ai pas forcément abouti autant que je voudrais, c'était un podcast où en fait, pendant le voyage, juste enfin avec mon téléphone, j'enregistrais, en fait, des sons d'ambiance de, je sais pas, on allait se promener, en fait, juste j'allumais le microphone et puis, en fait, ça captait, un peu spontanément, tout ce qui se passait autour. Des fois juste vraiment des sons d'ambiance, des fois des interactions avec des gens et aussi souvent le je m'enregistrais toute seule. Je faisais des vocaux où je racontais quelque chose qui s'était passé dans la journée et qui du coup m'avait un petit peu bousculée et donc je parlais un petit peu de mes questionnements de: «Ah ben en fait il s'est passé ça et du coup je me demande pourquoi et comment j'aurais dû réagir et mais d'où ça vient?» et voilà, enfin vraiment partager mes réflexions, à chaud, quoi. Je pense aussi pour pas perdre aussi la spontanéité du truc, qui, 3 semaines après, enfin, je pense qu'on pourrait cogiter et du coup, j'aurais perdu ce truc-là et donc à partir de toutes ces matières, j'avais commencé à faire un podcast. Donc il y a 3 épisodes que j'ai réalisés et puis après, c'est vrai que j'ai encore beaucoup de matière de côté, mais que j'ai pas pris le temps de finaliser et pendant l'exposition, ce podcast-là était, aussi, présent dans un coin de l'expo, donc c'était aussi un peu quand je parlais d'exposition sensorielle, c'était un peu le côté, sonore du truc et du coup, le troisième projet, c'est un carnet de voyage où à la fois l'idée première, c'était vraiment d'en faire un guide de voyage, avec vraiment des informations, pratiques, des itinéraires, de où est-ce qu'on peut dormir, des endroits, des boutiques, chouettes aussi où on est allé, où, voilà, où on savait que c'était, de la vente, directe, des produits, de l'artisan, heu, qui fabriquait donc ça aussi c'est quelque chose que je veux mettre en avant, pendant les voyages, c'est de, ouais, contribuer aussi financièrement à, en fait, à l'économie aussi des pays en sachant, en fait, à qui et comment, en fait, je donne, mon argent et voilà, mettre en lumière aussi, bah, ces artisans-là, donc dans ce guide.
avec, beaucoup de cartes, pas mal, de photos aussi que j'avais utilisées dans ce guide de voyage. Et puis, au fur et à mesure, je me suis dit que ça manquait aussi d'un aspect plus, personnel, donc plus, récit, de voyage. Donc j'ai intégré, des récits du voyage, des anecdotes, un peu plus, marquantes et aussi posé tous les questionnements que j'ai pu avoir et les choses que j'ai découvert, en voyageant, et en rencontrant les gens et des discussions aussi qui m'ont questionnée sur, plein de choses. Sur aussi le fait de voyager en dehors de l'Europe, ce que ça représente, sur le passage des frontières. Parce que, enfin, par exemple, quand je disais tout à l'heure que c'était simple avec un passeport français, en fait, de passer toutes ces frontières-là, en fait, dans le sens inverse, c'est pas du tout le cas de personnes, sénégalaises, mauritaniennes, si elles veulent, aller en France pour, des raisons touristiques et ben, en fait, enfin, l'administratif derrière, il est tellement plus contraignant et ça, c'est des discussions, que j'ai eues aussi pas mal avec, des gens, sur place, quoi, qui du coup te font part aussi de leurs envies et leurs espoirs, d'aller en France et de comment c'est compliqué et de comment aussi ils sont prêts à, eux, se mettre en danger pour y arriver, d'une autre façon. Donc ça aussi, c'est des questionnements qui, pour moi, doivent être, aussi, partagés et mis en lumière et que le voyage, c'est aussi ça, quoi. Donc voilà, un petit peu un mélange de tout ça dans ce guide, que voilà, c'était les 3 projets, qui du coup je trouvais aussi assez, complémentaires par rapport au voyage que j'ai voulu, mettre en place avec, ouais, l'idée à la fois d'inspirer peut-être les gens, de se dire: «Ah, c'est pas forcément des destinations vers lesquelles je serais allée, mais en fait, ouais, ça a l'air cool et ouais, ça donne envie d'aller voir ce qui s'y passe». Et ouais, même pour des personnes qui voudraient pas forcément se lancer dans ce type de voyage, ni vers ces destinations-là, ni en véhicule aménagé, mais ouais, amener à se questionner aussi sur une autre façon de voyager et voilà. Bon, écoute, trop cool. Merci beaucoup pour ton partage. Je mettrai, les liens, vers, ces différents projets, en description et aussi vers ton compte Instagram Bambi en vadrouille pour celles et ceux qui voudraient suivre tes aventures. Peut-être, dernière petite question pour la fin. Quels sont tes projets ou tes destinations pour la suite? Est-ce que tu as, des envies, des idées déjà, pour la suite de cette année ou peut-être pour plus tard? Donc là, je suis de retour en Charente, pour quelques mois, donc là, ça va être un petit peu plus la phase sédentaire. Je pense rester en France cet été et profiter de mon été, avec ou sans mon camion et après repartir, sur une autre saison d'hiver et en voyage que j'aimerais beaucoup, beaucoup faire, ce serait d'aller plus cette fois-ci vers l'est. Donc Géorgie, Arménie et aussi, passer, en Turquie, la Grèce, voilà tous ces pays-là et voilà, on verra si ça se fait. Bon, bah, écoute, je te souhaite beaucoup de le faire. En tout cas, on suivra tout ça sur, ton compte Instagram, notamment. Et puis, bah, d'ici là, belle continuation, en tout cas. Merci pour tout. Et ben, encore, un grand merci à toi, de m'avoir permis de partager tout ça. Plein de réussite aussi dans tous tes projets, que je suis avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup. À très vite, Marion. Ciao, ciao. Voilà, c'est la fin de l'épisode du jour. J'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, surtout abonnez-vous et donnez 5 étoiles au podcast. Ça vous prend, allez, 5 secondes à tout casser et ça soutient vraiment mon travail puisque ça donne de la visibilité aux médias. Et puis si vous voulez suivre mes aventures nomades, eh ben ça se passe sur mon compte Instagram qui est en description. Et vous pouvez aussi m'envoyer des messages pour me poser vos questions, me faire vos retours ou partager vos idées. Allez, à très vite!